Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui dans le deuxième point série de l'année 2019. Comme d'habitude, je vais vous faire un point sur le challenge série 2019 que je suis en train de faire et également un point sur les séries en dehors de ce challenge que je regarde également. Comme d'habitude, je vous renvoie à la vidéo où j'explique ce qu'est le challenge série 2019 et vous avez également l'article de blog qui en parle où j'explique donc en long, en large et en travers toutes les séries qui font partie de ce challenge. Donc là, le 4e mois de l'année, c'est terminé. J'avance plutôt bien et pourquoi je suis à la maison en ce moment, donc j'avance... Voilà, j'ai du temps pour regarder des séries et faire autre chose évidemment, mais en tout cas ça avance bien. Je vais vous montrer un petit peu mon tracker dans mon bullet journal. Ça avance, voilà, comme je vous disais, plutôt bien. Il y a plein de séries que je viens de terminer, genre hier soir, et donc je viens aussi d'autres de commencer aujourd'hui. J'essaie d'un petit peu d'alterner, je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler de Lucifer. Alors, Lucifer, j'avais la saison 2 et 3 à regarder, donc c'est fait, j'ai terminé ça, je crois, début du mois de mars ou fin du mois de février. Donc ça, c'est fait, la saison 4 va commencer, genre, dans 2 ou 3 jours sur Netflix, donc elle avait été repêchée par Netflix quand elle avait été annulée par la Fox, si je dis pas de bêtises. Donc la saison 3 se terminait sur un gros cliffhanger, évidemment, et donc la 4 on attend avec vraiment avec beaucoup d'impatience. J'avais beaucoup aimé cette série, elle était un peu light, etc. On s'attache beaucoup aux personnages. Peut-être qu'il y avait des moments un petit peu plus poussifs au milieu de la saison 2 et 3, mais en tout cas c'est une série que j'ai vraiment regardée avec beaucoup de plaisir. Et j'ai hâte de regarder la saison 4, donc par contre la saison 4 ne fait pas partie du challenge 2019 puisque il faut, je vous rappelle un petit peu cette règle rapidement, il faut que donc la saison que vous regardez soit terminée avant 2019. Donc là évidemment la saison 4 comme elle commence là dans quelques jours, elle ne fait pas partie du challenge. Ensuite je vais vous parler des séries du Arrowverse, c'est-à-dire Arrow, The Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow. Alors à la base, si vous revoyez donc la vidéo où je présente mon challenge série 2019, il n'y avait que Arrow, The Flash et Legend of Tomorrow qui étaient dans mon challenge et Supergirl que je regardais à côté. Et en fait, ça va changer, ça a changé déjà un petit peu. C'est-à-dire que Arrow, je me fais chier à la regarder. Là, j'ai regardé la saison 5, si je dis pas de bêtises, qui était pas mal, mais en fait... je m'ennuie dans cette série, et ce qui m'ennuie le plus dans cette série, c'est le personnage principal de la série, c'est Oliver Queen, qui a cette espèce de charge, on sent que le poids du monde lui pèse sur ses épaules, il a cette espèce de syndrome du héros qui veut tout contrôler, qui est responsable de tout, qui délègue pas, etc. Et il a cette espèce de syndrome de je prends tout en charge, c'est chiant. C'est vraiment chiant et j'en ai marre quoi. Donc du coup j'ai retiré cette série du challenge. J'ai terminé hier soir la saison 5. Je vous avoue que le final, pour ceux qui l'ont vu, j'avoue que ça appelle la saison 6. Mais vu le mal que j'ai eu dans cette saison 5, je ne sais pas si je vais continuer. Je pense que ce que je vais faire, c'est regarder vraiment les épisodes vraiment importants pour justement profiter à fond des crossovers. Parce que ça, c'est justement ce que j'ai préféré dans cette... Donc il y avait la saison 5 de Arrow, la saison 3 de The Flash, la saison 2 de Legend of Tomorrow et donc la saison 2 de Supergirl. Et voilà, il y a plein de crossovers, que ce soit vraiment le big crossover entre les 4 saisons ou alors des petits crossovers entre 2 séries ou carrément des épisodes diptyques en fait dans des séries où on a juste des caméos de personnages des autres séries qui viennent, etc. Ça c'est un truc que j'aime bien. Et du coup, voilà, retirer Arrow, j'espère que ça va pas non plus m'empêcher de profiter et des autres séries et des crossovers. En tout cas, dans Arrow, le villain de cette saison était vraiment hyper intéressant, mais voilà, ça me rattrape pas la série. Alors, dans The Flash, ce qui m'a plu, c'était justement que c'était un peu plus light encore que... En général, c'est plus light que Arrow, mais je dois dire que cette saison, elle a été un peu plombée par... je trouve que Barry Allen a commencé à avoir un petit peu le syndrome d'Oliver Queen.
vu ce qui lui arrive dans cette saison-là, je veux pas spoiler, mais voilà, il fait face à quelque chose qui peut le faire changer du tout au tout et sombrer dans la dépression, on va dire ça comme ça. Et je trouve que voilà, il avait des côtés où il sombrait un peu dans cette Oliver Queenery, à cette espèce de voilà, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout changer, à être responsable de plein de merdes qui se sont passées depuis le début de cette saison 3. Et c'était lourd, quoi. Je veux dire, Barry Allen, c'est un personnage qui était beaucoup plus lumineux que Arrow, que Oliver Queen. Et je trouve que voilà, cette saison-là amène beaucoup plus de ténébritude, surtout vers la fin de la série. En tout cas de la saison, pardon. Voilà, elle arrive quand même à rebondir sur ses pieds. Je suis pas hyper fan du couple Barry Allen-Iris West. Je trouve que, pour moi, il prend pas. J'ai un peu l'impression qu'il nous force à nous dire toutes les 5 minutes qu'ils s'aiment, à se bécoter tout le temps. J'ai l'impression qu'il nous l'impose, en fait. Il est pas hyper crédible entre les deux personnages. Pourtant, on sait qu'il aime depuis qu'il est gamin, etc. Mais je trouve que ça marche pas vraiment. Et apparemment, vu les commentaires que je lis sur la série, je suis pas la seule. Mais bon, c'est le choix qu'ont fait les scénaristes, donc on va avec. Mais voilà, j'attends de voir ce que va donner la suite, surtout la façon dont s'est terminée évidemment la série. Et j'attends de voir du coup comment ça va se répercuter dans la saison prochaine. Alors Supergirl, c'est la série qui a remplacé Arrow pour moi dans le challenge série 2019. Et c'est une série que je me suis découvert que je suis avec beaucoup de plaisir. Parce que à la base, franchement, elle revenait de loin parce que pour moi, tout ce qui est Superman, etc., je déteste. Superman est un super-héros que je n'aime pas du tout et que j'ai jamais aimé. Et voilà, même malgré mes tentatives, j'ai vraiment du mal. Et je sais pas pourquoi, Supergirl, ça colle un peu plus. Et cette série est beaucoup plus girl power que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Un peu plus in your face, ça c'est clair. Il y a beaucoup de personnages féminins qui sont hyper charismatiques, badass, que ce soit du côté des gentils et du côté des villains aussi. Et beaucoup de caméos aussi dans cette série-là. Il y a, alors, je vais peut-être spoiler, mais il y a Cat Grant qui est jouée par Calista Flockhart, qui était un peu la révélation de la saison 1, je dois dire. Qui s'en va au début de la saison 1 et Dieu merci elle revient tout à la fin de la saison 2. Je ne sais pas du tout si elle va rester ou si elle va faire encore des apparitions comme ça ici et là dans la saison 3. Mais franchement ça m'a fait du bien de la revoir à la fin parce qu'elle a vraiment rajouté cette petite touche de il manquait quelque chose dans cette saison 2 et quand elle est revenue, bah oui c'était elle évidemment. Alors j'ai apprécié qu'il laisse tomber le couple de Kara James Olsen parce que James je trouve que voilà, lui aussi, il a vraiment du mal à trouver une juste place dans la série. En tant que love interest, il était pas vraiment crédible. En tant que super-héros, je le trouve pas vraiment crédible non plus. En tant que boss qui remplace Cat Grant, je le trouve pas non plus hyper crédible. Je me demande encore ce qu'il fait là, en fait. Je sais pas. J'espère qu'ils vont réussir à lui trouver un truc qui lui soit vraiment propre. Mais pour l'instant, c'est vraiment le personnage qui, pour moi, fait un peu... bref. Je l'aime pas trop dans sa dynamique et dans sa caractérisation. Sinon, j'avais adoré Mon-El. L'arrivée de Mon-El, ça a un petit peu éclairé toute ma série, tout mon visionnage de série, parce qu'ils sont juste trop choux, Kara et lui. Et toute la partie où ils se tournent autour et finalement ils finissent ensemble, c'est... Ah, mon petit cœur de shippeuse est contente, donc voilà, il y a des filles qui sont vraiment badass, des filles qui font aussi des erreurs, mais qui montrent qu'elles en ont. Il y a donc des caméos, comme je disais, et notamment, c'est assez drôle puisqu'il y a les anciens Superman et Lois Lane des aventures de Superman des années 90, et dont Terry Hatcher qui arrive en méchante en fait, et Kevin Sorbo aussi qui arrive donc, qui font les deux parents de Mon-El. Il y a aussi évidemment Kathy McGrath qui était Morgan dans Merlin et qui là fait la sœur de Lex Luthor, Lena, qui pareil à chaque fois qu'elle apparaît dans la série, elle illumine, elle attire tous les regards et j'espère, d'après ce que j'ai compris, elle va devenir dans la saison 3, elle va devenir un personnage plus récurrent, donc on va la voir plus souvent et ça c'est cool.
J'espère juste qu'ils vont pas la faire passer vraiment Darkseid, qu'il y ait au moins un Luthor qui soit un peu récupérable dans cette famille de dépravés. Mais voilà, c'est une série que j'aime plutôt bien et que je vais continuer à regarder avec plaisir. Je continue avec la 4e série du Arrowverse que j'ai vraiment adoré, c'est Legends of Tomorrow. Alors cette série, c'est celle qui a le moins d'épisodes dans ces 4 séries-là. Je crois que toutes les autres en ont 22 ou 23, et celle-là on en a que 16. Et je trouve que elle a vraiment beaucoup évolué depuis la saison 1. La saison 1, j'avais trouvé intéressante mais un peu poussive. Je dois vous avouer que en regardant cette saison 2, il y avait plein de choses dont je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas de la saison 1. Genre Vandal Savage, je me souvenais même plus qu'il avait été là dans la saison 1. C'est quand il y a un petit peu des récaps au début des épisodes, je fais ah oui, c'est vrai qu'il était là. Snart, j'avoue que Leonard Snart, donc le personnage que joue Wentworth Miller, je sais qu'il était là, je sais il était sympa, mais je me souvenais plus pourquoi. Et là, le fait de le revoir en caméo aussi dans cette série-là, dans cette saison-là, ça m'a fait me rendre compte qu'il manquait aussi un petit peu la dynamique du groupe. Et il me semble qu'il y a eu un changement de créateur ou de showrunner entre la saison 1 et la saison 2, d'après ce que j'ai compris. Et ils ont pris des directions à la saison 2 qui me plaisent vraiment beaucoup. Il y a beaucoup plus d'humour, et je trouve qu'elle est beaucoup plus équilibrée justement entre tout ce qui est action, humour, tout ce qui est aussi voyage dans le temps, etc. Même si pour moi, au niveau série voyage dans le temps, je l'attendais après avoir fini Timeless, et pour moi, elle est au niveau juste voyage dans le temps, elle est en dessous de Timeless, parce que voilà, tout le côté super-héros c'est vraiment le noyau principal de cette série, ce qui n'était pas le cas de Timeless. Et du coup, les voyages dans le temps et les époques qu'ils choisissent, etc., sont beaucoup plus tape à l'œil et beaucoup plus pour le fun et pour les explosions et pour l'entertainment que vraiment l'était Timeless. Et malgré ça marche bien, on voyage dans des périodes qui sont assez intéressantes. Il y a des personnages qui sont rajoutés et je suis super contente. J'avais un petit peu peur justement de comment est-ce qu'ils allaient s'intégrer à un groupe déjà fait. Mais Amaya, qui est en fait la Vixen de l'époque de 1942, et je trouve est super bien. J'adore ce personnage de Vixen déjà de base, et j'adore son pouvoir, et je trouve que j'aurais voulu qu'elle en fasse un petit peu plus, qu'elle l'utilise un petit peu plus. Et Nate, donc je sais plus comment il s'appelle, son super-héros, enfin bref, Nate, l'historien qui arrive pour les aider aussi, pour remplacer Rip, entre guillemets, le temps qu'il était pas là. Il apporte aussi quelque chose de vachement frais et vachement sympa. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Sarah Lance prend vraiment toute sa dimension dans cette saison, où elle prend justement elle devient capitaine du vaisseau et de l'équipe, c'est vraiment la numéro 1, et elle apprend aussi le leadership avec ses erreurs, avec le fait d'être une femme et puis de se faire obéir. Enfin, les autres sont pas forcément de gros misogynes, mais voilà, il y a aussi le fait d'être une femme et d'être aux commandes qui joue là-dedans, et franchement, elle défonce des culs, et elle défonce tout simplement. Et je suis contente que justement, je vais peut-être spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu, donc il faudra peut-être avancer un peu, pour ceux qui n'auraient pas vu cette saison 2, pardon. C'est que à un moment, Rip revient, et les scénaristes ne l'ont pas fait revenir, remplacer Sarah, qui avait vraiment pris sa place, quoi. Et elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle est badass, elle est responsable, elle est vraiment, elle prend des décisions quand il faut les prendre. Et ils l'ont pas remplacée par Rip qui, je suis revenue, je reprends ma place. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que Sarah, c'est un personnage qui mérite vraiment sa place de leader, quoi. Et du coup, j'espère que vraiment pour la saison 3, ils vont continuer dans cette direction, parce que franchement, la saison 2 m'a vraiment beaucoup plu. Maintenant, je vais passer à l'autre série du Challenge Série 2019 que j'ai regardé. J'ai fini la saison 3, il s'agit de Star Wars Rebels. Donc, Star Wars Rebels, la série de Star Wars qui suit Clone Wars, si je dis pas de bêtises, et qui donc a 4 saisons en tout. Là, j'ai tout juste commencé la 4e, et donc j'ai regardé la saison 3. Et alors, autant il y a des épisodes où on sent que c'est un petit peu des fillers, des épisodes qui sont là pour... qui se mettent au milieu, mais sinon je trouve que ce qui est intéressant dans cette série, c'est que quand on s'intéresse un peu au Star Wars Universe,
il y a dans cette série des marqueurs hyper importants du Star Wars Universe. Des trucs voilà, qu'on connaît un petit peu quand on connaît un petit peu la saga et qui justement là on les voit arriver et on les voit dans la timeline. Et ce que j'ai vraiment apprécié déjà c'est qu'ils, comme j'avais dit, ils ont introduit l'amiral Thrawn qui était à la base normalement prévu pour les épisodes 7, 8 et 9 tel que ça devait être prévu dans la série originale avant que Disney ne rachète Star Wars. Et du coup ils l'ont inséré finalement donc dans le passé puisque donc Star Wars Rebels se passe avant l'épisode 4. Et on a donc Thrawn qui est, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un méchant, c'est un vilain qui, voilà, c'est un joueur d'échecs. Il est hyper calme, il est hyper en contrôle de lui-même. Et on a l'impression qu'il laisse faire des choses et qu'il est mauvais, entre guillemets, mais on sent vraiment aussi que c'est un personnage qui a 3, 4, 5 coups d'avance et qui avance vraiment petit à petit pour frapper fort à la fin. Et c'est ce qu'il a fait à la fin de la saison 3. On fait ah ouais, ok, ce mec-là, il envoie du bois. Et il est pas, c'est pas un petit vilain, c'est pas, ouais, il va être difficile, quoi. Et donc, ils l'ont vraiment rendu hommage et ils lui ont vraiment donné de la puissance telle que le personnage le méritait. Ça, c'est vraiment cool. Et donc, il y a, par exemple, il y a quand même la naissance de l'Alliance Rebelle qu'on voit donc dans cette saison-là. Et voilà, c'est l'Alliance qui attaque l'étoile de la mort à la fin de... l'étoile noire, l'étoile de la mort, je sais jamais, putain, je ne sais jamais, enfin, à la fin de l'épisode 4 qui explose, là, voilà. C'est l'Alliance avec Mon Mothma, avec Wedge entier, je crois. Enfin, voilà, il y a tous les rebelles qui étaient disséminés, qui s'assemblent et qui s'allient, et ça, on le voit dans Star Wars Rebels. Et ça, c'est vraiment super, super cool. Il y a d'autres éléments aussi qui apparaissent, genre le Darksaber, qui est aussi un élément du Star Wars Universe que moi je ne connaissais pas, donc quoi je ne suis pas non plus, voilà. Mais ils vont puiser en fait dans l'univers Star Wars générique, le Star Wars Universe général, pour vraiment trouver et franchement ça fait plaisir de voir que c'est une série qui n'est pas juste pour engranger des sous, on va faire du Star Wars, ça va marcher. Non, il y a vraiment des choix qui sont intéressants et notamment, pareil, je veux pas spoiler, mais la façon dont ils ont mis en scène Darth Maul, donc qui était déjà dans la saison 2, qui me fait plaisir de voir qu'il est pas juste cantonné à la menace fantôme, parce que Darth Maul, lui aussi, il envoie du bois. Et ça fait plaisir de voir que justement ils l'ont utilisé, ils lui ont donné de la profondeur, ils lui ont donné vraiment un petit peu plus que voilà le mec qui se bat et qui tue Qui-Gon dans le premier. Il a un Hero's Journey lui aussi finalement et je trouve que ils ont vraiment fait quelque chose de bien avec Darth Maul et je suis vraiment contente. Donc j'ai commencé la saison 4 là, j'ai regardé les 2 premiers épisodes avec les Mandaloriens. Et du coup, ça me donne grave envie d'attendre la série, le dernier, je crois que c'est le dernier Mandalorian, quelque chose comme ça, qui va sortir sur la prochaine plateforme payante de Disney, avec Pedro Pascal, je crois. Donc franchement, je l'attends, mais le pied ferme. En tout cas, Star Wars Rebels, c'était vraiment une série que j'ai aimée, et je vais avoir beaucoup de plaisir à regarder cette saison 4. Voilà, ça c'était le résumé donc des 2 derniers mois en ce qui concerne le Challenge Série 2019. Maintenant, on passe à tout ce qui est hors challenge. Alors, hors challenge, j'ai regardé quand même quelques séries et je vais commencer par la première. Il s'agit de Robin Hood, la saison 1. Alors, Robin Hood, pour moi, c'est un petit peu une Madeleine de Proust. C'est une série BBC qui a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et c'est une série que j'avais adorée de tout mon cœur à l'époque. Et je sais pas, à ce moment-là, j'avais besoin d'une espèce de série doudou. Je l'ai là derrière. Si vous voyez, elle est là. J'ai la saison 1 qui est là-bas à côté de mon lecteur DVD. Et c'est une série, donc, Robin Hood, hein, comme tout le monde connaît la légende de Robin des Bois. Et j'avais envie de revoir, en fait, je crois que c'est ça, j'avais envie de revoir Richard Armitage dans son rôle-là, parce que voilà, je suis une fan de Guy of Gisborne dans cette série, d'autant qu'il a vraiment une évolution non seulement une évolution du personnage, une évolution capillaire aussi. Bref, donc entre la saison 1, 2 et 3,
et vraiment, donc là je me suis replongée dans la saison 1 en me rendant compte qu'il y a enfin, j'ai regardé un petit peu de côté parce que c'était vraiment une série que je voulais regarder voilà, pour me remonter des souvenirs à la surface. Et je me rends compte qu'il y a bien plein d'épisodes que j'avais oubliés, mais d'autres aussi, des moments d'épisodes dont je me souvenais très bien. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les scénarios étaient cheesy. Les scénarios étaient cheesy. Le château de Nottingham, ils y rentrent, mais c'est comme dans un gruyère, quoi. Dans chaque épisode, ils trouvent un moyen différent d'y rentrer, d'en sortir. À chaque fois, ils sont limites, mais à chaque fois, ils y arrivent. Et voilà, il y a quand même des moments dans le... On sent que c'est un scénario qui a quand même plus de 10 ans, et il y a des fois tu fais... Bon, ok, mais bon, ça marche à ce côté un peu désuet, et je suis contente de revoir justement Richard Armitage dans le rôle de Guy of Gisborne avant qu'il soit Thorin dans Bilbo le Hobbit, etc. Voilà, c'est à l'époque où il était un peu connu, mais pas encore voilà. Donc je pense que je vais continuer justement à regarder cette série en loose day, comme je le faisais maintenant, voilà, pendant que... pour vous dire la vérité, c'est genre la série que je regardais quand je faisais mes vidéos de bullet journal, voilà, je laisse tourner en boucle, je laisse tourner derrière, et voilà, ça fait plaisir, quoi. Je continue avec une série Netflix, une série documentaire. Il s'agit de Formula One Drive to Survive. Alors vous allez vous demander, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une série Netflix, donc un documentaire en 10 épisodes qui retrace en fait la saison dernière de Formule 1. Alors pour la petite histoire, j'ai toujours été une fan de Formule 1 depuis que j'ai 12-13 ans. Voilà. Moi, j'aimais pas le patinage artistique et la GRS, j'aimais la Formule 1. Voilà, c'est comme ça. Et franchement, même si je le regarde un petit peu moins en ce moment, les coureurs qui tournent en ce moment, c'est pas forcément préféré. Moi, j'étais à l'époque de Jacques Villeneuve, de Michael Schumacher, etc. Donc, c'était il y a quand même quelques années. Là, c'est toujours un sport que j'aime bien, même si justement en ce moment, c'est un sport qui manque un petit peu de suspense, puisque voilà, il y a toujours la guéguerre entre Mercedes et Ferrari, et un petit peu Red Bull, mais surtout voilà, Mercedes est tout le temps devant, Ferrari fait ce qu'il peut pour voilà, grappiller les pièces et les petits morceaux derrière. Et pour l'instant, ça change pas des masses. Voilà, Lewis Hamilton est champion du monde depuis X temps, et pour l'instant, ça change pas. Bref, et cette série-là, ce qui était intéressant, c'est que justement, elle se focus sur des moments de ce qui s'est passé l'année dernière, mais pour les autres équipes. Je pense que c'est juste simplement parce que Mercedes et Ferrari n'ont pas voulu participer à ce documentaire, et à la limite tant mieux parce que du coup ça nous a fait découvrir la Formule 1, donc la saison dernière, vraiment sous de nouveaux horizons, et à voir justement d'autres pilotes et d'autres écuries sous un autre jour. Voilà, je pense que s'il y avait eu peut-être Ferrari et Mercedes, on aurait vu sans doute que, et ça... On se rend pas compte de la guerre qu'il y a derrière, en fait. Entre Haas et Renault, par exemple, et vraiment les déboires qu'ont Williams ou McLaren pour essayer de retrouver leurs années précédentes où ils étaient vraiment... ils ont gagné des championnats du monde, quoi. Donc c'était pas des manchots. Et voilà, de se focaliser sur ce qui se passe derrière, comme ils appellent the best of the rest, c'est-à-dire voilà, il y a les 3 premiers où voilà, on sait toujours qu'ils sont sur les podiums, et il y a tous les autres qui luttent vraiment pour s'améliorer, il y a des millions de dollars en jeu aussi pour tout le monde, il y a aussi des guerres d'ego entre les pilotes, il y a la malchance aussi qui joue pour les uns et les autres, il y a la perte de confiance, et ils ont réussi à scénariser ça et à mettre en avant. Alors, ils ont scénarisé, ça c'est clair, parce qu'ils arrivent à vous faire prendre d'empathie pour certains pilotes où on sait qu'on n'a pas forcément toute l'histoire en globalité, et ce qui fait que des fois, vu comment c'est monté, vu comment c'est amené, etc., on se prend d'affection pour certains pilotes et on commence à détester d'autres, alors que peut-être que l'histoire est pas non plus forcément hyper aussi manichéenne que ça. Bref, mais ils ont vraiment réussi à donner
de l'intrigue et du suspense, là où on se disait, mais en fait, on se fait chier devant chaque Grand Prix de Formule 1, c'est toujours les mêmes qui gagnent, et en fait, non, à regarder derrière, il se passe plein de choses, et il se passe plein de choses super intéressantes. Et en voyant les commentaires qui sont justement, je suis sur TV Time, à chaque fois que je regarde l'épisode, je regarde les commentaires qui y sont dits, et je vois bien il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément la Formule 1, ou qui sont pas fans, ou alors qui suivaient surtout les grosses écuries, Ferrari, la Scuderia, etc., où justement ils ont un peu loupé ces trucs-là, et ils découvrent aussi la Formule 1 sous un autre angle, puisque là on a des caméras en fait qui vont vraiment suivre les pilotes, donc dans les stands, on voit aussi les gens chez eux, on voit des conversations qu'on ne voit jamais quand on regarde les grands prix de Formule 1. De manière générale, que ce soit les free practice ou les qualifs ou même les races, enfin les courses elles-mêmes, quoi. Et on a vraiment un pied dans les coulisses qui est vraiment super intéressant. Donc, si vous avez Netflix, même si vous aimez ou que vous n'aimez pas la Formule 1, franchement, c'est une petite série qui a 10 épisodes, qui à mon avis pourrait vous plaire pour son côté, voilà, il y a du challenge, il y a de l'intrigue, il y a du suspense, et c'était un excellent moment, c'était une excellente série, et j'espère qu'ils vont faire pareil pour l'année prochaine, pour du coup cette saison-là, parce que franchement ça fait voir la Formule 1 sous un autre angle, et je trouve que ça renouvelle un petit peu l'intérêt qui en ce moment est un petit peu en train de se perdre. Ensuite, on continue avec les 2 dernières séries, promis, ce sont les 2 dernières, et là, pas des moindres. Je vais continuer avec Roswell, New Mexico. Alors Roswell, New Mexico, qu'est-ce que c'est? C'est un reboot de cette série-là, je sais pas si vous en souvenez. C'est une série qui est sortie dans les années fin 90 sur M6. Moi, c'était mes années lycée, et j'étais tombée grave amoureuse de cette série. Franchement, ça me... Voilà. Rien que de revoir d'ailleurs ce coffret DVD, j'ai trop envie de la revoir. Alors c'est un reboot sans être un reboot. D'après ce que j'ai compris, c'est un reboot surtout en fait une adaptation du livre et non pas de la série, parce qu'apparemment ils n'avaient pas les droits de la série, donc ils ont refait le livre. Et là cette fois-ci, donc là dans cette série-là, les personnages sont au lycée, et dans la série donc Roswell, New Mexico, les personnages sont adultes, ils ont donc 27, 28 ans, et ils travaillent tous, et ça se passe comme si ça se passait 10 ans plus tard en fait. Il y a aussi plusieurs changements qui ont été faits par rapport aux personnages. L'intrigue générale quand même reste la même, évidemment ça parle de Max Evans et de sa sœur Isobel qui, je me demande si d'ailleurs dans celui-là, elle s'appelait pas Isabelle. Bref, donc ce sont en fait des rescapés du crash de Roswell dans les années 1947. Ils ont été dans des espèces de pods, de capsules qui les ont vus, ils sont sortis de leur capsule, ils avaient une petite 8 ans ou une dizaine d'années. Dans les années du coup là, 80, sauf que maintenant dans cette Roswell, New Mexico, ça se passe plus tard, voilà, vous suivez. Et en fait dans le premier épisode, on voit que Max Evans était fou amoureux de Liz, et il lui sauve la vie parce que quelqu'un lui tire dessus, donc dans le café dans lequel elle travaille. Et évidemment à côté il y a Michael qui est le 3e alien, qui est comment dire, lui il est un petit peu plus un être à problème, puisqu'il a vraiment pas eu de chance dans la vie. Et donc voilà, on a un petit peu, voilà, cette trame-là n'a pas changé, sauf que là, ils ont réussi à intégrer des éléments plus récents, même carrément plus récents, puisqu'on parle de Trump, de son mur, etc. La Liz, ils ont aussi changé son personnage, c'est que Liz, je crois que dans l'ancienne série d'il y a 20 ans, elle s'appelle Liz Parker. Là, elle s'appelle Liz Ortero, donc c'est en fait une jeune fille mexicaine qui, son père est venu donc avec elle et sa sœur aux États-Unis en tant qu'illégaux. Donc il y a aussi un discours comme ça autour de voilà des illégaux. Enfin, c'est une métaphore aussi avec les aliens qui sont finalement des réfugiés illégaux ici. Et voilà, il y a tout un discours autour de ça où ils sont cette famille-là essaie de s'intégrer. Il y a eu des problèmes puisque en fait sa sœur est accusée d'avoir tué deux personnes de la ville, et d'ailleurs qui en est morte dans un accident de voiture. Ça on l'apprend dès le premier épisode. Et en fait, voilà, il y a plein de petits changements comme ça qui font que ça a renouvelé ma curiosité et mon intérêt, d'autant que
J'ai vu le personnage, enfin l'acteur qui faisait Max Evans et je crois que je suis tombée amoureuse dès la première fois que je l'ai vu. Genre il apparaît, je fais ok, ok, c'est Max Evans, je signe où. Et autant j'aimais beaucoup ce Max Evans là et j'avoue que le Max Evans de Roswell, Mexico, voilà, je le kiffe et j'ai adoré cette série, j'ai adoré ce reboot. J'ai eu un petit peu de mal avec l'actrice qui joue Isabelle parce que je trouve qu'elle est un petit peu too much. Des fois, je trouve qu'elle est un petit peu dans le surjeu, peut-être un petit max aussi, mais je trouve que ça s'améliore au fur et à mesure. Ils ont fait des choix, je ne vais pas dire lesquels, mais ils ont fait des choix. Je fais c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et en fait, la saison 1 qui vient de se terminer, je l'ai bouffée en moins de 2 semaines, quoi. Je l'ai juste littéralement bouffée. Et là, je suis en train de me tâter pour me la refaire depuis le début, ou de me refaire, en fait, le vieux Roswell, donc cette saison 1, parce que j'ai que la saison 1 pour l'instant à la maison, mais franchement, j'ai kiffé ce reboot, j'ai kiffé les choix qu'ils ont fait, j'ai kiffé le choix du nouveau casting. Et en plus, cerise sur le gâteau, donc Shiri Appleby qui joue Liz Parker, qui donc l'ancienne Liz, elle a réalisé au moins un épisode de cette nouvelle série, donc ça s'appelle La boucle est bouclée. Et d'ailleurs l'épisode qu'elle a réalisé, moi il m'a laissé en PLS sur mon canapé quand je l'ai vu, j'ai vu c'est pas possible, mon Dieu, c'est pas possible. Bref, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une série qui m'avait mis dans cet état-là. Et à tel point que voilà, comme je vous disais, l'acteur qui joue Max Evans, j'ai tellement kiffé que ça m'a fait faire quand même un truc que j'aurais jamais pensé que je ferais. C'est que j'ai commencé The Originals parce qu'on m'a dit qu'il était dedans. Donc la dernière série dont je vais parler ici, c'est The Originals que je viens juste de commencer. C'est une série, c'est un spin-off de The Vampire Diaries. Je vais pas revenir dessus. The Vampire Diaries, j'avais regardé la première saison. J'ai trouvé ça sympa, sans plus. J'avais pas continué parce que voilà, le côté un peu Twilight à 2 balles, j'aime pas ça. Bref, voilà, j'avais pas aimé. Et puis oui, j'avais pas aimé l'un des frères vampires là, pas Damon, l'autre là, je lui sortais par les yeux. Et j'avais commencé à regarder The Originals parce que ça se passe à Nouvelle-Orléans, c'est dans un autre, enfin c'est dans le même univers, mais c'est d'autres personnages quoi, qu'on voit quand ils sont introduits dans The Vampire Diaries, mais j'avais commencé à regarder, en tout cas le premier épisode, et j'avais pas accroché, parce que je trouvais que, pareil, les personnages étaient un peu over the top, je trouve qu'ils surjouent tous, et celui qui joue Klaus, j'avais envie de lui foutre des baffes, parce que je trouve que, voilà, je pense que ça va avec le personnage, qui est un peu sociopathe, carrément assumé totalement, et voilà, vu que j'ai appris que Nathan Parsons joue dans cette série, et en plus il joue un loup-garou, je veux dire, j'ai un truc pour les loups-garous, si c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Donc du coup, voilà, je me suis lancée dans The Original, j'ai dépassé comme le premier épisode, j'en suis à l'épisode 4 ou 5 je crois. Donc voilà, on va regarder tranquillement, ça fait d'ailleurs plaisir de revoir des personnages de H2O, donc les 2 sirènes qui faisaient partie de H2O sont là-dedans. Phoebe Tonkin, et puis j'ai oublié son nom, à la blonde qui joue et puis il y a aussi, comment il s'appelle, il y avait John Wickham de Bride and Prejudice, donc Coup de foudre à Bollywood. Les vrais connaissent ce film, qui jouait Wickham dans ce film, dans cette adaptation de Orgueil et Préjugés à Bollywood, et il joue Elijah, je crois, dans The Originals. Donc voilà, il y a des têtes qu'on connaît. Et il y en a une que j'attends avec impatience d'arriver à l'épisode 13 de la saison 1. Je sais exactement quand est-ce qu'il arrive et j'ai trop hâte de le voir, donc en loup-garou, et j'ai trop hâte de me refaire Roswell parce que là j'en peux plus quoi. Voilà, c'est ici que se termine ce point série, donc mars et avril 2019. Je vous donne rendez-vous en juin pour refaire un point donc sur le challenge série et évidemment les autres séries. Je pense qu'on parlera de Game of Thrones, c'est petite annonce. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents visionnages, évidemment, faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!